les températures étaient estivales aujourd'hui, l'occasion de déjeuner en terrasse, de flâner au soleil comme un avant-goût de vacances. C'est maintenant l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, le moment où l'on peut aussi prendre le temps de se poser, de faire le point. Alors si vous avez envie de parler d'une situation qui vous préoccupe ou d'une histoire que vous ne parvenez pas bien à démêler, la ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis par Julie et Asiba ainsi que par Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également y participer en m'envoyant vos mails sur le site europe1.fr ou en me faisant part de vos commentaires, de vos réflexions par SMS au 7 39 21 et en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Voilà, et effectivement, Olivier le patrouilleur qui est sur les routes, qui me dit 19 degrés à 23 heures, un avant-goût des nuits d'été que j'aime tant. Bonsoir Marianne. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, donc voilà, je voulais vous parler d'une relation qui me préoccupe puisque je suis actuellement avec un Malien de 31 ans et j'ai moi-même 65 ans. Oui. Donc ça fait 1 an que nous sommes ensemble. Et au début, écoutez, j'étais très surprise que ce garçon veuille une relation sérieuse avec moi. Et très vite, il a fait une demande de mariage que j'ai tout de suite repoussée en lui disant que, non, c'était pas possible, hein, vu la différence d'âge. Vous l'avez rencontré dans quelles circonstances ? Dans Signes, puisque moi je danse énormément, presque tous les soirs, et donc je l'ai rencontré en dansant. D'accord. Et c'est lui-même, il est très grand et moi je suis petite. Oui. C'est lui-même qui est venu vers moi plusieurs fois pour me demander à danser et je lui ai rétorqué que c'était pas facile parce que vu sa taille et la mienne que non, je ne voulais pas et que il m'a répondu que c'était pas un problème. Donc effectivement, plusieurs fois il est revenu m'inviter et bon, une fois j'ai dit bon, après tout il est sympa, il a une bonne tête, pourquoi je lui refuse alors que bon ça prête pas à confusion. Donc ensuite effectivement il a été très content, nous avons discuté et puis de fil en aiguille nous avons échangé nos numéros de téléphone. Et au fil des semaines, il m'envoyait des textos, il m'envoyait des petits messages sympathiques. Bon, donc jusqu'au jour où effectivement j'ai accepté de le raccompagner à la station de métro, puis ensuite plus tard à son foyer. Et de fil en aiguille, nous avons eu un petit flirt et ensuite, elle m'a carrément dit que je lui plaisais, qu'il voulait une relation sérieuse et que j'étais la femme de sa vie, enfin bon, bref, tout ce qu'on peut dire dans ces cas-là. Et moi, étant en rupture sentimentale à ce moment-là, bon, après tout, je me suis dit, c'est un garçon sympathique, charmant, au demeurant, et s'il veut du sérieux, pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble. Donc, à ce moment-là, il y a eu un problème parce que ce garçon n'a donc pas de papier. Et il vivait... Il vous l'a dit assez vite ? Il me l'a fait comprendre. D'accord. Oui, de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème. Ils étaient donc en squat. Et très vite, il s'est avéré qu'ils ont été vidés par la police. Oui. Et donc, il s'est retrouvé du jour au lendemain. Bon, il a un ami très sérieux qu'il connaît depuis des années, qui est aussi malien, chez qui il se réfugie très souvent, qui est donc marié de son côté, quand effectivement il a besoin de dormir sur Paris, moi étant en banlieue. Mais bon, ce garçon était en ménage depuis peu, bon, et donc il ne voulait pas trop les déranger. Et tout naturellement, je lui dis, il n'y a pas de souci, moi je vis seule, tu es avec moi, on est ensemble. Maintenant, bon, depuis on avait effectivement concrétisé, hein, et il n'y a pas de souci, tu viens à la maison, il n'y a pas de problème. Donc au début, c'était vraiment idyllique. Donc ça c'était au mois de mai à peu près l'année dernière, hein, donc ça fait quasiment 1 an. Jusqu'à à la rentrée, un soir, nous étions en famille avec mes enfants et mes enfants partent et ensuite je l'appelle et je n'attends pas de réponse. Je cherche partout dans la maison. On devait sortir d'ailleurs ensuite dans une soirée à côté de chez nous. Oui.
mais je m'apprêtais à me préparer, donc je l'appelle, elle répond pas, donc je me dis c'est pas possible. Il a peut-être été devant à la soirée et je prends ma voiture, je pars et je m'aperçois qu'il y était pas. Je l'appelle au téléphone, il me répondait pas et tout d'un coup, au bout d'une heure de recherche où j'étais catastrophée, j'ai envoyé des messages vraiment de désespoir. Il m'envoie un texto comme quoi il était dans un lit avec une femme. Et que ben voilà, elle lui proposait le mariage, donc voilà, pour lui c'était important. Et alors là, évidemment, c'était la panique pour moi. J'ai réussi à lui faire parler un peu pour lui demander où il était, tout ça. Enfin, il me disait des choses insensées, qu'il était à côté de la gare, dans une maison. Enfin bref, des trucs vraiment pendant au moins 2 heures. J'étais dans dans tout endroit où j'habite, vraiment d'une manière affolée. Jusqu'au moment où il m'a dit c'est pas la peine, de toute façon rentre, on verra ça plus tard, tout ça. Je rentre à la maison, complètement perdue, et je m'aperçois qu'il était dans le lit. En fait, il était caché dans la travée du lit. Il s'était amusé au début à me faire une blague qui a tourné comme ça. C'est drôle, oui. Oui, tout à fait. Mais moi, par contre, ça m'a choquée. Il était chez vous? Oui, il n'était pas sorti de la maison en définitive. C'est nul, sa blague. N'est-ce pas? Et moi, ça m'a choquée énormément parce que je me suis dit, s'il est capable de me faire ça, vu qu'effectivement, il m'avait demandé le mariage et qu'à chaque fois, il me disait qu'il avait des femmes maliennes qui se proposaient de le marier, mais qui ne voulaient pas de femmes qui ne lui plaisaient pas, il préférait quelqu'un qui lui plaisait comme moi, que d'accepter d'être corrompu, comme il dit. Oui. Et donc, du coup, je me suis dit, mais s'il me fait croire ça, qu'une femme, donc, du coup, pas malienne, accepte de l'épouser, mais il va m'en faire croire que ça... enfin, vous voyez bien que c'est quand même une façon de vous mettre une forme de pression. Absolument. Vous voyez déjà, vous, dans quel état de panique vous étiez, à tourner dans toute la ville, à chercher partout. Tout à fait. Et dans quel état ça vous met. Ouais, voilà. Vous voyez, je reçois un petit message d'Osiris qui dit peut-être que intérieurement, il y avait cette petite voix qui dit comme si vous connaissiez l'issue de cette relation. Enfin, c'est une question. Oui, quelque part, je la connais, l'issue de la... Vous l'appréhendez pourquoi ça vous a plongé dans une telle angoisse? Parce que la question en tout cas, c'est pas drôle, c'est pas une blague drôle, c'est jouer avec vous de façon... Si c'est une blague, c'est une blague assez perverse. Complètement, surtout par la suite. Donc, la vie a repris son cours. Et bon, j'ai un ordinateur dont moi je me sers très peu, mais lui, il en a usage... comme il faut, et je me suis aperçue que bien sûr il allait sur des sites de rencontres, jusque là après tout il me dit ouais mais c'est normal, tout le monde le fait, enfin bref, et puis là il est parti en Italie depuis le 1er mai. Donc déjà depuis ce moment-là, je m'apercevais qu'il avait des femmes qui lui faisaient soi-disant des propositions et tout ce qui s'ensuit. Et moi, je mettais le haut là à chaque fois, donc c'était pas facile à gérer. Et puis dernièrement, il a voulu sortir tout seul de son côté, ce qu'on ne faisait jamais avant. Donc effectivement un comportement un petit peu changeant. Et moi, je suis partie pendant le mois de février à l'étranger, et pendant ce temps-là, il a entretenu effectivement des entretiens plutôt sérieux et voire même intimes. Enfin peut-être pas intime au niveau concret, mais il a vu des femmes en dansant, et ensuite il correspondait. Je suis malheureusement tombée sur comme ça une conversation, et lui proposait, alors qu'il me disait que c'était le contraire, c'était les femmes qui le harcelaient plus ou moins, et c'était carrément lui qui lui proposait une relation intime. Et au fur et à mesure des phrases que je découvrais, il me disait de moi l'autre. Donc il parlait de vous en disant l'autre. D'accord. Alors là, j'avoue que ça m'a vraiment blessée. Oui, c'est blessant, oui. Et donc il est parti le 1er mai en Italie pour ses papiers. Nous sommes fâchés la veille parce que moi, depuis ce temps-là, son comportement me blessant énormément, je le suis devenue de plus en plus, on va dire, quelque part sévère et un peu rigide. Et c'est vrai que je ne suis plus aussi souple et aussi donnante qu'au départ. Et évidemment, monsieur me faisait remarquer que j'étais pas la femme qu'il pensait. Et donc, il est parti en Italie. Nous étions froissés. Je l'ai laissé partir seul. Je l'ai pas accompagné à la gare. Il n'a pas du tout aimé. Et après, il m'a envoyé des messages comme quoi c'était fini, que j'étais plus la femme qu'il pensait, que de toute façon, la femme qu'il voulait, c'était une femme qui soit généreuse, qui l'aide financièrement. Comme il a une petite fille qu'il a du mal à reconnaître parce que son ex a déclaré quelqu'un d'autre à sa place. Donc là, il a un mal de chien à faire valoir ses droits de papa.
Donc il y a l'avocat. Là, il est parti en Italie. Bon, moi, après tout, je lui dis, écoute, t'es un grand garçon, tu dois t'assumer. Moi, déjà, c'est déjà pas mal tout ce que je fais pour toi. Il est parti et ne sachant pas s'il allait avoir l'argent pour venir. Et moi, j'ai un petit peu, c'est vrai, harcelé au téléphone parce que j'étais très contrariée qu'il soit parti fâché et je voulais pas qu'il croie que je l'abandonne. Donc bon, je lui ai dit que c'est vrai qu'il pouvait compter sur moi et chaque fois il me disait arrête de m'envoyer des messages, arrête de m'appeler, arrête de ci, arrête de là. Et la dernière fois que j'ai réussi à le joindre, c'était effectivement avant-hier où il me donnait rendez-vous ce matin à 11h au téléphone après qu'il soit allé à la préfecture pour ses papiers. Et vu qu'hier soir je n'ai pas réussi à vous parler, ce matin j'ai préféré ne pas l'appeler parce que je me suis dit après tout je lâche prise pour vraiment me dire que je veux pas tomber dans un cercle infernal parce que là s'il me répond au téléphone il va me dire faut que tu m'envoies de l'argent, faut ceci, faut cela. C'est ce que vous faisiez, vous l'avez aidé financièrement? Alors je l'ai aidé, à l'heure actuelle il me doit 200 €, c'est tout. D'accord, bon. Voilà. Ça va, Et ça reste raisonnable, oui. Voilà, parce qu'effectivement, si je l'avais écouté, je pense que ça serait beaucoup plus. Et je pense qu'il était D'accord, parti vous avez pour me demander limité. davantage. Vous avez limité. J'ai limité, oui. voilà. Non, parce que alors la revenais question que je vous pose, c'est ça. C'est est-ce que je dois, parce que du coup là, comme j'ai pas appelé ce matin, c'est lui qui m'a appelé ce soir. Pour vous demander quoi? Rien. Simplement m'aviser qu'il n'avait pas eu son papier, qu'il risquait de rester encore 20 jours de plus, ou peut-être même un mois en Italie. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait là-bas d'ailleurs? Pardon? Qu'est-ce qu'il fait? Justement, parce que les Maliens sont obligés de passer par l'Italie pour leurs papiers. Donc voilà, et comme il n'avait plus ses papiers, ils étaient. Et qu'est-ce qu'il attend de vous là? Alors je ne sais pas ce qu'il attend de moi, parce qu'effectivement, du coup, comme il m'a rappelé, là je me dis, ah, tiens, peut-être qu'effectivement il attend... À votre avis? Il attend que je lui envoie de l'argent, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Donc moi pour l'instant il a pas posé... Quand il vous dit que vous avez changé, qu'il attend une femme généreuse, il a une conception particulière de la générosité, puisque semble-t-il il a ajouté quelqu'un qui l'aide financièrement. Voilà. Si c'est ça la générosité pour lui, c'est-à-dire la générosité pour cet homme, ça semble être quelqu'un qui l'aide financièrement et qui accepte de se marier avec lui pour qu'il obtienne des papiers. Voilà. Alors c'est quoi ça? Voilà. La quel sens a le mariage dans cette union? Parce que vous avez des sentiments pour cet homme, là où lui a d'autres intérêts. Voilà. Lui, chacun poursuit un but qui n'est pas le même. Tout à fait. Lui, moi, je pensais qu'au départ, il était sincère. Oui, mais j'ai bien compris ça, que vous pensiez qu'il était sincère. La question n'est pas tant la différence d'âge, qui peut être déjà compliquée à vivre quand on est avec un homme beaucoup plus jeune que soi, parce qu'on peut... l'abandon, ça plane toujours à l'horizon des grandes passions. Et puis c'est vrai que c'est compliqué pour une femme d'être avec un homme beaucoup plus jeune, quand il y a une différence de génération. Mais là, il y a un immense déséquilibre. C'est que cet homme... il est complètement dans une situation de dépendance. D'emblée, il vous parle mariage, et puis il fait une pression en disant il y a d'autres femmes qui, soi-disant, le harcèlent, qui le harcèlent pour lui proposer le mariage. Non, mais attendez, à d'autres. Proposer le mariage, proposer de le prendre dans sa maison, dans leur maison, enfin le pont d'or à chaque fois. Et moi, je suis pas la femme. Et heureusement, parce que ça vous iriez bien si vous acceptiez vers ce qu'on appelle un mariage gris. C'est-à-dire où effectivement on est vraiment dans un marché de dupes. Tout à fait. Mais pourquoi veut-il se marier avec une femme comme moi, qui, quand même, la tête sur les épaules et qui n'est pas tombée dans le panneau direct, alors que des femmes maliennes qui ont leur papier en France lui proposent le mariage depuis je ne sais pas combien de temps. Quand savez-vous? C'est ce qu'il vous raconte. C'est ce qu'il vous raconte, Marianne. Vous n'êtes absolument pas certaine que ce soit la vérité. Parce que des femmes maliennes qui ont leurs papiers et qui sont en France ne veulent peut-être pas de cet homme qui, lui, elles ont peut-être compris que finalement, lui n'attend que des papiers, et puis peut-être que finalement, il ne veut pas
être avec une femme malienne. Lui, ce qu'il veut, c'est des Non. papiers pour être ici, pour être en France. Il cherche, il a un but, c'est obtenir ses papiers. Après tout, c'est pas un jugement que je porte là-dessus, parce que on ne sait pas ce qu'on ferait à sa place. Non, bon, il est prêt à tout pour revenir ici. Bon, ne soyez pas sa proie. Voilà. Surtout qu'il pensait qu'avec sa fille, bon, moi c'est vrai que c'est un petit peu ce qui m'a fait pencher pour le sérieux de sa relation. C'est comme il y a eu déjà cette petite fille qu'il est maintenant en droit de pouvoir voir et qui malheureusement n'est pas le cas. Et il pensait, d'après l'avocat, que effectivement à partir du moment où sa reconnaissance de paternité serait reconnue, c'est le cas de le dire, il y aurait ce qu'on appelle une obligation familiale et du coup il aurait ses papiers. Mais apparemment ça se passe pas du tout comme ça. C'est long. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de souci. Le mariage était passé au second plan, si vous voulez, dans la mesure où il allait réaliser son but sans passer par l'obligation du mariage avec moi qui ne me convenait pas. Mais là, du coup, ça s'avère difficile, long, coûteux, et du coup, moi, comme je l'ai pas aidé. Oui, vous avez des sentiments pour lui, mais vous n'êtes pas immédiatement tombé dans le panneau. D'abord parce que c'est compliqué, un mariage et autres. Mais c'est d'abord d'emblée, il vous parle mariage et après il met une pression. Bon. C'est ça, et quant à sa blague est tout sauf drôle, elle est même perverse. Absolument. Je reçois des messages pour vous et on va accueillir Béatrice. Il y a Gully Girl qui dit attention, cet homme n'est qu'intéressé, fuyez, et vous en êtes consciente d'une certaine façon. Il y a Ninon qui dit rien à attendre, changez vos serrures très vite. Il y a un autre message qui dit arrêtez cette relation illico. Il y a Osiris qui dit votre manque affectif sert son destin. C'est clair. Et on va accueillir tout de suite Béatrice. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Caroline. Et bonsoir Mariam, je crois. Oui, c'est Mariam. Oui, bonsoir. Oui, je souhaiterais intervenir parce que j'ai eu jusqu'à il y a 2 ans des responsabilités importantes au sein d'une préfecture et notamment relatives aux services des étrangers. Voilà, j'avais sous ma responsabilité ce service et je voulais témoigner d'un certain nombre de dossiers qui ressemblent fort à ce qu'expose Marianne, à savoir des dames qui, par exemple, au cours d'un séjour dans un pays, etc., tombent amoureuses, ont un sentiment profond pour quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'elle, ce qui, en soi, n'est pas du tout, comme vous le disiez, Caroline, un problème. Et au fil du temps, on s'aperçoit que cette relation n'a qu'un but, malheureusement, c'est obtenir un titre de séjour en France, ce qui est, de par la réglementation, beaucoup plus simple quand on est conjoint français que simplement quand on veut travailler en France, mais qu'on n'a pas d'attache aussi forte qu'un conjoint de nationalité française. Et j'ai, dans quelques cas, j'ai le souvenir de femmes qui se retrouvaient, une fois le titre de séjour en possession de ce jeune homme de nationalité étrangère, complètement dans un désarroi, profond, parce que il partait et il avait obtenu ce qu'il voulait et c'était donc je voudrais témoigner de cela et que Marianne, vous soyez d'une prudence extrême face à cette situation. Vous le dites vous-même et heureusement pour vous, vous avez la tête sur les épaules, ce qui n'est pas le cas malheureusement de tout le monde, qui peut être on peut être un peu aveuglé par les sentiments parce que ils sont souvent profonds quand même. Oui. Il faut pas. Mais il a eu tort de me faire cette blague parce que ça m'a tout de suite mis en alerte. Plus que douteuse. Vous l'avez vu sous un autre jour. Oui, là j'ai découvert quelqu'un qui vous a blessé, qui pouvait vous faire du mal. Enfin, oui, tout à fait. Et sans aller plus loin, juste une petite anecdote, j'ai un souvenir d'une dame qui a fait une dépression. Elle était mariée donc depuis 3 ans et quelques mois. Donc on arrivait au 4e anniversaire de mariage, date fatidique puisque au-delà de 4 ans
de mariage avec un conjoint français, on ne peut plus faire de retrait de titre de séjour. Bon, ça c'est un argument juridique. Ils fêtent leur 4e anniversaire de mariage au restaurant, le soir, en amoureux. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, il lui dit, tu vois, maintenant tu ne peux plus rien pour moi, j'aurai toujours mon titre de séjour, donc je te dis au revoir et je m'en vais. Ah d'accord. Oui, c'est Donc, terriblement brutal. Ça, c'est peut-être quelque chose d'extrême, mais voilà, il faut savoir que cela arrive. C'est bien évidemment pas majoritaire, hein. Il ne faut pas non plus tomber dans une forme d'excès, mais ce sont des cas qui arrivent et lorsqu'on se fait piéger, je pense que là c'est un chantage de sentiments qui est vraiment peu ragoûtant. Oui, et puis surtout quand on vous met en compétition avec d'autres femmes et sans arrêt, être dans une situation de devoir paraître, de devoir être toujours en séduction, de devoir toujours... tout à fait. Non, c'est tout à fait nocif pour vous, parce que je pense que malheureusement, cette relation n'est pas faite pour durer, enfin, me semble-t-il, vu de ce que vous exposez. Effectivement, un an, j'ai trouvé que c'était déjà beau, mais là, malheureusement, il a bas ses cartes, comme on dit. Hein. C'est oui, c'est ça. Ouais. À un moment donné ou à un autre, il montre effectivement son jeu, il montre ses cartes, et vous comprenez très bien qu'il n'a pas obtenu de papier, par un biais plus classique, hein, le travail, etc. Donc, il trouve une autre solution qui peut être conjoint français. Donc, d'après vous, il faut que, même si effectivement on peut avoir une rencontre comme il y a des affaires chez moi, je peux pas ne pas les rendre, mais donc il faut que maintenant je sois en retrait et que je sois plutôt sur le côté amical que amoureuse, quoi, disons, d'après ce que je comprends. Moi, c'est le conseil que je me permettrais de vous donner très très fort. Ouais. Tout au moins d'être extrêmement vigilante. Ouais. Et on peut très bien vivre avec quelqu'un, avoir une relation avec quelqu'un, sans pour autant aller jusqu'au mariage. Enfin, je veux dire, de toute façon, moi, aujourd'hui, ce serait... semblé, hein. Voilà. Moi... très très sincèrement, je regarderais cette proposition vraiment plutôt à 10 fois que... non, c'est quelque chose qui, à mon avis, paraît très clair dans son jeu. Oui, maintenant, oui, tout à fait. Avec les événements qui se sont déroulés ces dernières semaines, là, on va dire, son changement d'attitude... tout à fait. Oui, il est beaucoup tout à fait, moins... Oui, c'est moins charmant. Je reçois, c'est dommage, Christine a appelé le 3921, donc le standard Europe 1, mais n'a pas souhaité témoigner directement à l'antenne. Mais Christine a fait un travail universitaire sur une population jeune, immigrée, vivant dans des foyers à Paris. Et elle dit, c'est de toute évidence un homme qui cherche des papiers. Parce que, comme vous l'avez dit, en situation irrégulière, elle dit son travail concernait exclusivement les Maliens. Elle dit qu'ils sont nombreux en région parisienne. Elle dit qu'une fois le mariage acquis et la procédure de papier enclenchée, il aura certainement très vite changé, même s'il peut rester ami avec vous et qu'il vienne vous voir. Mais elle dit il fera certainement sa vie au pays. Et Christine qui ajoute, elle dit j'ai pour les avoir côtoyés. Le Mali. Au Mali. Ah non, il n'a pas du tout l'intention de retourner vivre au Mali. C'est ce qu'il vous dit. Mais il a de la famille au Mali. C'est ce qu'il vous dit. Et c'est peut-être pour ça. Vous voyez, donc elle dit, par rapport au travail qu'elle a fait sur cette population, et elle ajoute qu'elle a beaucoup d'admiration pour leur volonté et leur courage, parce qu'elle dit, ils travaillent jour et nuit, pour justement mettre le plus possible d'argent de côté, et pour après retourner au pays. Bon, donc voilà. Alors après, elle peut pas dire individuellement. C'est vrai que c'est pas, mais majoritairement les jeunes gens maliens qu'elle rencontrait en région parisienne, très volontaire, très motivée, et majoritairement repartaient après au Mali. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que... Si vous voulez que par rapport à d'autres nationalités comme le Cameroun, où franchement, il y a eu beaucoup de problèmes avec ces gens-là. Oui, enfin, on ne va pas commencer à faire des catégories entre les Maliens, c'est bien, les Camerounais moins, et les... Vous voyez, on ne va pas non plus... Mais c'est vrai que la population malienne ne pose aucun problème en France. On entend très peu parler d'eux... Il y a aussi une notion importante, c'est la notion de famille qui n'a pas la même acception dans la culture africaine que chez nous. Et ils se doivent d'envoyer de l'argent
même alors famille, bien sûr. Oui, mais au-delà de la famille, au sens strict de parents, frères et sœurs, c'est le village quelque part qui profite de leur travail ici. Et c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur leur courage, sur leur détermination. Mais vous ignorez totalement, je pense, Marianne, quelle est la composition exacte de sa famille. Et de toute façon, même aujourd'hui, il envoie de l'argent à des parents, à des cousins, à des... Voilà. Écoutez, c'est un petit peu moi qui, justement, parce que bon, il est venu en France avec l'aide d'un frère et d'une sœur. Et jusqu'alors, bon, il a vécu un petit peu d'une manière légère, on va dire. Et bon, dernièrement, il a réussi à gagner un peu de sous. Et en plus, moi, c'est vrai que je lui mettais la pression dans le sens où il faut qu'il soit sérieux pour sa fille, et tout ce qui est ça, il faut qu'il prépare son avenir. Et entre parenthèses, quand il avait 3 sous, donc en plus de payer l'avocat et de ce qu'il doit donner à chaque fois, je lui disais, si tu as de l'argent, parce qu'on devait aller au Mali au mois de décembre, et sa famille lui a fait comprendre qu'à partir du moment où il n'avait pas réglé les dettes qu'il devait à son frère et à sa sœur, il était difficile pour lui de retourner là-bas la tête haute, et qu'en plus il n'avait surtout pas acheté son terrain pour construire sa maison, pour venir avec sa femme. Vous ne pouvez pas rentrer dans tout ça. Voilà. Non. C'est certainement vrai pour le coup par rapport à sa famille, mais vous ne pouvez pas rentrer dans tout ça. On vous a expliqué beaucoup de choses, je crois, par rapport quand même un peu à cette histoire. Et vous, je crois que vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs. D'accord. Donc vous, d'après vous, il faut que je reste très en retrait. C'est même pas être très en retrait, c'est que c'est même plus du retrait, je crois. Je crois qu'on peut pas être plus clair. Je crois que cet homme est clairement est intéressé. On peut pas vous le dire autrement. D'accord. Voilà, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Non, vous ne partagez pas du tout la même vous avez des sentiments pour lui. Lui n'est pas dans le même registre. D'accord. Voilà, c'est difficile, mais je crois qu'il vaut mieux quand même avoir conscience de cette réalité plutôt que de vous faire avoir. Il vaut mieux le réaliser, que ça soit un peu douloureux, plutôt que de persister dans une voie où vous allez aller droit dans le mur. D'accord. Un petit message de Gus qui dit... Rien ne vous dit qu'il ne tente pas d'obtenir les mêmes faveurs auprès d'autres femmes. Malgré vos sentiments, n'avez-vous jamais pensé à vous éloigner pour de bon de cet homme qui joue avec vos sentiments ? Là, j'y pense parce qu'il est loin, en Italie, et du coup, je me dis, il faut peut-être que je mette cette distance à profit pour justement m'éloigner. Je pense. Voilà. M'habituer à vivre sans lui. Il y a Florence aussi qui dit « Je n'ai qu'une chose à dire, fuyez. Dans quoi vous êtes-vous lancé ? Tout est pourtant très clair. Il attend le mariage pour avoir des papiers. » Tout à fait. Voilà. Bien. Merci Caroline. Bon courage. Merci Béatrice pour vos explications. Merci. Et à tout le monde. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Un petit SMS aussi de Brigitte pour Marianne qui dit « Vous prenez beaucoup la défense de cet homme, mais n'avez-vous pas peur de tomber de très haut ?» Et puis Sergio qui dit « Je suis d'accord avec ma copine Ninon, changez les serrures ainsi que votre numéro de téléphone et bye bye. » Notre message aussi qui dit « Marianne, vous êtes tombée sur quelqu'un qui a voulu purement et simplement se servir de vous et qui ne mérite absolument pas les sentiments que vous lui portez. » Bonsoir Vincent. Bonsoir Caroline Dublanche. Bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir au bout du fil. Depuis le temps que je vous écoute sur Europe 1 le soir. Écoutez, merci alors d'être à l'écoute. Mais merci à vous aussi. Voilà, je ne sais pas par quoi commencer parce que disons que en ce moment je suis dans une situation un petit peu
précaire, hein, c'est-à-dire que je suis en dépression assez importante et ça fait déjà plus d'un an que je suis en arrêt de travail. Pour cette dépression? Oui. C'est une dépression que j'ai depuis un petit moment. J'ai fait plusieurs dépressions par étapes, et c'est le fait que je ne pouvais plus aller au travail. Et ça je travaille dans un milieu hospitalier. Oui. Et ça devenait, disons, insupportable de travailler dans ce milieu-là. Pourquoi? Parce que le fait, c'est que on ne considérait plus les patients comme des patients, mais comme des numéros. Et moi, ça me frustrait déjà en voyant le comportement des gens qui travaillaient, et travailler dans un milieu comme ça, pour moi, ça devenait insupportable. Et en voyant ça, disons que je me suis posé beaucoup de questions. Je devenais aussi très agressif envers moi, hein, pas envers les gens, mais je retenais ma agressivité envers les gens qui travaillaient. Donc je me suis dit, j'en pouvais plus, et on m'a fortement conseillé d'aller voir un spécialiste que j'ai fait, et qui m'a beaucoup aidé, et qui m'a aussi retombé un petit peu dans l'enfance. Et j'ai découvert beaucoup de choses à rapport à ma dépression, si vous voulez. Et voilà, quoi. Et le fait que maintenant je suis en dépression, j'ai par chance vu que mon médecin a vu que j'avais une tumeur cancéreuse au rein gauche. Donc il y a ça aussi qui se rajoute un petit peu, et l'attente surtout de se faire opérer. Alors je me pose des questions et tout, et ceci, cela. Oui, ça se comprend. Oui. Quel genre de questions vous vous posez sur la suite? Sont complètement. Moi, je trouve ça un peu ridicule. C'est peut-être ma dépression qui fait ce tour de manège, je sais pas, mais le fait que je vais être hospitalisé, déjà, je vais être hospitalisé dans une clinique, hein, pas où je travaille. Hein. Oui, ça, je vous comprends. Surtout qu'en plus, vous vous sentiez pas bien dans cet endroit où vous disiez que justement les patients étaient traités comme des numéros et pas comme des personnes. Donc je comprends que vous n'ayez pas envie, vous, d'y être hospitalisé. D'être dans ce système, il n'était pas question du tout. Bien que les infirmières qui travaillent font leur travail, hein, ça j'en doute pas un instant, mais il y avait un mal-être. Il y a un mal-être dans le milieu hospitalier. Je ne sais pas ce qui se passe. Enfin bon, bref. Oui, ça s'était dégradé. Non. Oui. C'était pas comme ça au début de votre travail. Ah non. Moi, je suis entré en 1982 dans le milieu hospitalier. C'était beaucoup autre chose. Hein. C'était vraiment autre chose. Mais on rigolait bien, il y avait un accompagnement qui se passait bien avec le patient, on pouvait discuter avec le patient, mais maintenant il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à tout. L'hôpital va pas bien, et puis c'est vrai qu'on en a parlé encore, parce que malheureusement il y a eu ces dernières semaines là une agression d'un médecin aux urgences. On a retrouvé les agresseurs, mais où on voit il y a une plus grande violence aussi, parce que les personnels soignants disent que aussi les gens ne supportent plus d'attendre. Alors c'est vrai qu'il y a des délais d'attente très longs, mais il y a aussi, vous en parlez, et Patrick Pelloux en parlait. C'est pas la première fois qu'il en parle lorsqu'il est interrogé, parce que on lui demande souvent un peu par rapport à la situation de l'hôpital. Il dit que la dernière fois il en parlait. Il y a un grand mal-être chez les soignants, chez les médecins, chez les infirmières, chez les aides-soignants. On dit souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Il y a beaucoup de dépression, voire de suicide.
chez les soignants. On n'en parle pas parce qu'ils ont la pudeur, je sais pas, de pas en parler, mais il y a beaucoup de suicides chez les soignants. Ouais. Bon. Donc il y a un vrai malaise, il y a un vrai mal-être. C'est ce qui interroge quand même. C'est bien, c'est pour ça que moi j'ai plus envie, mais vraiment plus envie d'y aller, d'y travailler. Déjà, j'ai passé mon enfance dans l'hôpital, alors y travailler après. Vous étiez parce que vous étiez malade en tant qu'enfant. Oui, j'étais handicapé. J'étais handicapé. J'avais des grosses difficultés pour marcher. D'accord. Et à cette époque-là. C'est tout, il fallait attendre un certain âge, donc j'ai à peu près 8-9 ans pour mon père, et on m'a remis les hanches, les jambes, à partir du bassin, si vous voulez, jusqu'au pied, on m'a tout remis en place. Ah oui. Voilà, donc... Vous à quel âge vous aviez j'avais 8-9 ans, c'était dans les années 71-72. Et vous êtes resté plusieurs semaines 3-4 ans. À l'hôpital? Non, pas à l'hôpital. À l'hôpital, je suis resté... En rééducation? 2-3 mois, mais après, voilà. En rééducation, je suis resté 3-4 ans dans une maison de rééducation. Avec des handicapés, quoi. J'étais dans un milieu d'handicapés, quoi. Voilà. Ah oui, vous étiez séparé de vos parents? Pardon? Vous étiez séparé de vos parents? Voilà, j'étais séparé de mes parents parce que ma mère avait divorcé. Ouais. Donc ma mère ne pouvait pas s'occuper de moi et travailler. Ouais. Donc elle m'a mis dans un établissement pour me rééduquer, tout ça. Donc je suis rentré dans un monde bien particulier où je ne m'imaginais pas du tout. D'ailleurs, je me souviens toujours, d'ailleurs on me l'avait même dit, l'ambulancier qui m'avait accompagné, il pleurait avec moi. C'est pour vous dire. Parce que vraiment, moi j'étais en larmes. De vous laisser là, de vous laisser dans cet endroit, il savait où il vous amenait. Voilà, et puis moi je suis très 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 attaché à ma mère, aussi bien mes frères que moi, et c'était vraiment quelque chose de très dur. Vous êtes senti abandonné là-bas. Voilà, c'était ma première séparation avec ma mère en fin de compte, et ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, je me rappelle. Je pleurais toute la nuit, puis j'étais dans une chambre où il y avait plusieurs enfants aussi, et puis il y avait un qui avait 15 ans à peu près, qui avait une longue date, qui était dans l'établissement, et il me dit bon, ça suffit maintenant, faut dormir. Ça m'a calmé, je me suis endormi, mais alors vite fait, bien fait. Mais j'en ris, mais bon, c'était l'époque, quoi. C'était bizarre. Et si vous voulez, à cette époque-là, moi, je me suis fait, il y a un kiné qui s'occupait de moi, et il m'appelait toujours mon fils. Je sais pas pourquoi, il m'appelait toujours mon fils. Mais pendant les 3-4 ans, ça durait. Bien que moi, j'aurais voulu voir mon père à cette époque-là, qui n'est jamais venu me voir. Et je suis, il y a pas longtemps, qui m'a dit qu'il ne savait pas que j'étais là-bas. Donc, j'ai pas osé poser la question à ma mère en disant comment ça se fait, pourquoi que mon père ne savait pas que j'étais là-bas. Je me suis dit, bon, ça va, maintenant, ma mère, elle a 75 ans, j'ai dit, bon, ça va, on va pas remettre les problèmes sur la table. Je tourne la page. Et le kiné, au bout des 4 ans que j'avais passé par là-bas, une fois que j'ai pu en marcher, il me dit, mais pourquoi je t'appelle mon fils? Mais franchement, ça m'a fait un choc. Je ne sais pas si c'était un rapport avec mon père ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas vous dire, mais ça m'a fait... Je me suis senti violé, quelque part. D'ailleurs, mon psychiatre lui dit, mais monsieur Vincent, vous étiez quelque part violé psychologiquement. Voilà. Oui. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais dans mon enfance là-bas, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de comportements aussi de gens envers les enfants handicapés. Enfin, je vous raconte pas, mais enfin bon. Oui, mais je comprends mieux que vous ayez développé une hypersensibilité à la façon dont on traite les personnes avec respect ou non.
Et parce que effectivement des enfants déjà qui sont dans une situation de vulnérabilité, parce que déjà enfants par rapport à des adultes, enfants en plus enfants handicapés. Et donc, vous avez dû voir des choses effectivement très très difficiles. Très difficile. Et que aujourd'hui, il y a eu des choses que vous avez revécues dans votre travail. Et c'est important que vous puissiez finalement, parce que c'était en vous. Vous n'en aviez pas forcément. Vous voyez, ça n'avait pas ça n'avait pas émergé. Mais à un moment, on le dit, l'expression familière, la coupe est pleine. À la faveur, ça s'est accumulé par strates comme ça, et à un moment, ça a débordé. Oui, et ça, c'est important le fait de pouvoir en parler et travailler sur cette enfance, parce que c'est pas rien pour une première séparation de rester déjà, vous dites 9 mois à l'hôpital. Oui, à peu près. Déjà, et puis après de passer 3 ans dans un établissement. Loin de ses parents. C'est énorme à cet âge-là. Oui, après je me suis rendu compte en discutant avec mon psychiatre, mais le fait que j'avais parlé de tout ça aussi à mon spécialiste, je suis tombé, mais vraiment après, quand j'ai tout déballé, à une dépression, mais vraiment aiguë. Mais à tel point où je voulais me suicider, quoi, me dire, est-ce que ça m'a fait du bien d'en parler, et puis après, j'étais mal comme je sais pas quoi, mais je sais pas, j'étais pas bien après avoir parlé de tout ça. Maintenant, ça va bien. J'en parle, il y a pas de souci. Mais à la première fois, c'était. Vous semblez mieux d'ailleurs. Enfin, je veux dire, vous dites, ça fait il y a 1 an que vous avez un moment basculé, sombré dans la dépression. Je trouve à vous entendre aujourd'hui que sur ce point-là, vous allez mieux. Oui. Vous semblez aller mieux là. Enfin, vous pouvez en parler. Vous avez du recul par rapport à ça. Je prends beaucoup de recul. Parce que. Mais enfin, du recul dans le bon sens du terme, je veux dire. Vous pouvez en parler sans vous effondrer. Sans... Ah non. Maintenant, ça suffit, quoi. C'est le fait que, je sais que je suis pas encore très très bien. Je suis pas encore vraiment bien sur les rails. Non, mais attendez, c'est par rapport à compte tenu de votre histoire, et puis de ce que vous venez d'apprendre aussi, pour vos problèmes de santé, où on vient de vous diagnostiquer donc cette tumeur cancéreuse au rein, puisque c'est ça, vous me parliez que vous souhaitiez être hospitalisé plutôt en clinique, et vous me disiez que vous vous posiez des questions qui semblaient, vous m'avez dit ridicules. Il n'y a pas de questions ridicules, surtout quand on est comme ça atteint dans son corps. Vous avez peur de quoi ? J'ai peur parce que le fait que quand je suis entré en clinique, c'était la clinique que je vais rentrer là, c'est la clinique où je me suis fait opérer quand j'étais gamin. Voilà. Ah oui, en effet, dites-moi. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui vont remonter un petit peu en surface, mais bon. Et c'est tout, mais elle a dû changer depuis quand même. Ah oui, ça a dû évoluer, bien sûr. Même l'intérieur des locaux, vous n'avez pas retrouvé certainement. Vraiment, j'ai été faire un tour, ça n'a pas vraiment changé. Pas tant que ça. Ah non. Ouais. Et pourtant, vous choisissez d'aller là. Oui, je préfère aller là, parce que le chirurgien qui va m'opérer, c'est un excellent chirurgien. Bon, c'est important. Et donc, je l'ai vu, il m'a parlé tout ça, donc il m'a mis vraiment en confiance. Donc, ça c'est essentiel. Je suis tranquille, mais c'est la relation que je vais avoir avec les infirmières, tout ça, le venu quand je vais arriver dans le service, est-ce que je vais être bien reçu? Il y a plein de questions que je me pose comme ça. J'ai peur de me fâcher, de devenir agressif envers ces gens-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être la peur de se faire opérer, peut-être, je sais pas. Mais voilà,
j'espère essayer Ou de la peur de revivre, agressif par rapport à ce que enfant, par rapport à des situations que vous avez vues. J'ai pas vraiment eu de peau parce que quand j'étais hospitalisé enfant à la clinique là-bas, il y a un médecin qui venait me voir, il me traitait toujours de petit con. Alors oui, j'ai été gâté quand même déjà, oui, il me traitait de petit con. Je sais pas pourquoi, mais il me traitait de petit con. Il m'aimait pas. Et oui, je suis tombé sur des gens où j'ai pas eu vraiment de chance, où j'en prenais plein les mirettes pour pas un rond. Mais voilà. Moi, je me rappelle quand même d'un jeune étudiant, un jeune interne qui venait me voir, me passer la compagnie avec moi un petit peu parce que j'étais le seul gamin dans le service. J'étais le seul enfant. Je peux vous demander votre âge ? Bah oui, vous m'aviez dit vous aviez 48 ans. Oui, vous aviez, c'était dans les années 70, vous aviez 8 ans. C'est pas vieux, pourtant. Hein. Quand on dit quel manque, c'est même plus, j'allais dire, quel manque élémentaire de psychologie. Enfin, vous voyez, ça date pas c'est pas vieux, quoi. Et on se dit quand même, un médecin, il venait de vous opérer et il se permet comme ça de vous traiter de petit con. Enfin, j'espère qu'aujourd'hui on verrait plus ça, quoi, dans des services de pédiatrie. C'est qu'un enfant, à quel point c'est une épreuve pour lui, d'une hospitalisation, d'être séparé de ses parents, de ce que ça représente, la douleur de la séparation. Et en plus, non seulement vous vivez ça, et il vient vous agresser comme ça gratuitement. On tombe sur la tête, quoi. Ah oui, c'est affolant. Donc c'est pour ça que quand vous dites vous avez peur d'être agressif, c'est un endroit où vous avez subi tellement d'agressions que vous avez peur finalement qu'aujourd'hui ça remonte et qu'il y ait des choses que vous agressiez pour vous défendiez finalement, que l'enfant qui est en vous, ça ressurgisse. Voilà. Mais vous allez pouvoir en parler, c'est-à-dire que vous continuez à voir votre thérapeute. Oui, je vais le voir la semaine prochaine. Oui, il pourra peut-être venir vous voir. Je vais en parler un petit peu de tout ça parce que... Quand vous serez hospitalisé, il peut peut-être venir vous voir. Exceptionnellement, ça peut se faire si vous pouvez lui demander. Ça peut se demander, vous voyez, ça reste exceptionnel, mais ça peut se demander si ou il peut vous appeler s'il ne se déplace pas, mais il peut, vous pouvez lui téléphoner. Voyez, vous pouvez, si vous vous sentez angoissé, il peut vous réserver un créneau horaire téléphonique pour lui parler. D'accord. Ça peut se faire, ça. Parlez-lui peut-être, voyez. Je poserai la question, oui. Il y a des thérapeutes qui le font, vous voyez, dans des temps comme ça d'hospitalisation, des moments qui sont quand même très chargés d'angoisse, où soit exceptionnellement ils peuvent se déplacer à l'hôpital, ou on peut les appeler comme ça, le temps qu'on avait de la séance, on peut l'avoir comme ça au téléphone, ou voir un endroit où on peut avoir un sas comme ça, parler. Enfin voilà ma petite histoire. C'est pas une petite histoire, je sais bien, mais bon. Je pense ça avec un petit peu, disons que le sourire, mais c'est vrai que le fait que là je vais être hospitalisé, il y a une grosse angoisse. Oui, mais ça se comprend. C'est de toute façon, tout le monde aurait une angoisse en étant hospitalisé. Bon, l'important c'est que vous soyez entre les mains d'un très bon chirurgien en qui vous avez confiance. Et je me disais en vous écoutant, vous qui avez été quand même dans l'univers hospitalier enfant, et vous en avez fait votre métier? C'est pas de hasard quand même. C'est le fait que, je vais vous dire tout de suite, c'est que le fait que j'ai raté en 3e l'école, donc en cas de diplôme ou quoi que ce soit, et ma mère elle travaillait dans le milieu hospitalier, donc c'est ma mère qui m'a fait rentrer, et j'étais jeune, je suis entré dans le milieu hospitalier, j'avais 17 ans. D'accord. 17 ans, j'allais avoir mes 18 ans bien sûr, parce que faut avoir 18 ans pour entrer, mais et c'est ma mère qui m'a fait entrer, donc j'avais un travail tout de suite sûr. Elle voulait que je sois stabilisé dans un travail, que je sois fonctionnaire et puis que je sois casé, quoi, en fin de compte, voilà. Donc, j'étais jeune, je me souciais pas beaucoup de tout ça. Et voilà, mais
Mais j'ai eu une période, quand même, je me rappelle toujours, ça c'est même au début, où j'étais en pleurs devant ma mère en disant que je ne veux plus y aller. Je sais pas pourquoi, mais je voulais plus y aller. Ah oui, c'était pas un choix de votre part. Ah non, c'est pas un choix du tout. Hein. D'accord. Non, je n'avais pas du tout les moyens de faire autre chose. Je voulais toujours être éducateur parce que je voulais toujours m'occuper d'enfants, parce que je me suis occupé oui, c'est différent. dans le milieu hospitalier quand même, autant animateur d'enfants. Mais ça, comme je disais à votre... les jeunes femmes que vous avez eues au standard. Voilà. Je suis parti, j'ai fait une paire d'années là-bas et auprès des enfants qui avaient aussi le cancer. Et j'ai arrêté d'un seul coup, je suis parti comme un voleur, sans dire au revoir à qui que ce soit, en laissant en plan tout le monde, aussi bien les enfants. Et c'est là où j'ai fait une dépression aussi. J'avais commencé une dépression parce que là-bas, maintenant ils ont une psychologue, il paraît. Ils ont une psychologue pour les animateurs. C'est ce qui est bien. Comme ça, les animateurs, ils peuvent s'exprimer, parler des sujets, des problèmes qu'il y a, qu'à l'époque, moi, il n'y en avait pas du tout. Oui, dans le service, il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas... Ouais. Ça a quand même considérablement changé, et heureusement, dans le bon sens. Oui. Alors maintenant, on est tombé, certains disent, dans l'excès inverse, il y a des psys partout, il y a dès qu'il y a un problème, on met une cellule médico-psychologique de soutien, Mais on voit quand même que là, pour des enfants qui étaient séparés pendant tant de temps de leur famille, de leurs parents, et qu'il n'y ait aucun espace, aucun soutien, ça paraît aujourd'hui incroyable quand même. Incroyable, oui. Et que maintenant, ils sont bien entourés. Oui. Moi, je l'ai vu, ils sont très très bien entourés et tout. C'est fabuleux, quoi. Oui, vous auriez aimé être éducateur, c'est-à-dire vous occuper d'enfants, il y avait quelque chose d'une réparation par rapport à votre histoire. Je vais me dépêcher parce qu'il reste plus 5 minutes, après c'est les informations. mais non, mais on va poursuivre un peu parce que votre témoignage suscite des réactions. On a Marie-Christine qui est avec nous et je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Oui, bonsoir Marie-Christine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais plus le nom du monsieur, j'ai pas retenu. Vincent. Oui, donc c'est ce que je disais. Moi aussi, je fais partie d'un centre hospitalier et je vis la même chose. Pour quelqu'un qui aime son métier, les patients, c'est plus des patients. C'est vrai, c'est des numéros. On peut plus s'en occuper comme on veut. Maintenant, il y a plus de chefs que d'employés. Tout à fait, oui. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, entièrement d'accord. Plus de chefs, c'est-à-dire il y a plus de cadres supérieurs. D'accord. De cadres infirmiers, vous voulez dire infirmiers, ils n'en ont plus que le nom, puisqu'ils sont incapables de faire un geste pour nous aider. Donc, pour moi, c'est des cadres administratifs. Tout en ayant une formation d'infirmier. Voilà, vous avez mis le doigt dessus. Ça, c'est tout à fait ça. C'est ça? Ah oui. Au moins, je me dis, je suis pas. Alors, vous dites, Marie-Christine, que ça a des répercussions sur les patients, puisque vous dites que il n'y a plus le temps de faire des toilettes normales. C'est quoi une toilette normale? C'est-à-dire pour moi, une toilette normale, c'est une toilette comme on se fait pour nous. Oui, alors ça veut dire que vous vous contentez, on fait une toilette de chat, c'est ça? On lave un peu le... Eux, maintenant, ce qu'ils appellent, c'est on n'a pas le temps, c'est donc tête, main, cul. C'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça. Ça a le mérite d'être clair. Marqué, c'est quand même... c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. C'est l'essentiel, mais bon, moi je me dis, le jour où je vais faire partie de ces personnes-là... C'est pas très agréable. Je crois que j'aurai beaucoup de mal à le supporter. Mais oui, c'est pas très agréable. Ça se dit comme ça, c'est dans le langage. Bon, d'accord. Voilà. Donc, et alors, vous dites aussi que pour les personnes qui ont un peu de mal à manger, vous mélangez tout et vous leur faites avaler. C'est ce qui est assez agréable déjà quand on a du mal à manger, c'est mélanger tout, c'est-à-dire mixer. Bon, ça on peut comprendre, mais c'est pas la nourriture mixée. C'est-à-dire que j'avais déjà entendu une aide-soignante me dire que vous mixiez le sucré, le salé, tout était mixé. J'ai des collègues mélangés. qui faisaient. Moi, je n'ai jamais réussi à me résoudre à faire ça, mais j'ai des collègues qui mélangeaient
la soupe avec la purée et le dessert. Ouais, alors ça je l'ai entendu. Non, mais je l'ai entendu à l'antenne aussi d'un soignant, d'une aide-soignante qui me disait ça aussi. C'était par rapport aux maisons de retraite. J'avais trouvé ça terrible, quoi, qu'on puisse faire ça. De mélanger soupe, entrée, dessert, on mélange tout. Voilà. Ouais, comme ça c'est inadmissible. Ils sont contents, ils ont tout eu. Les maisons de retraite, c'est très spécial. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une maison de retraite. J'ai fait aussi les toilettes, tout ça. Bon, c'était extrêmement dur. Hein. J'ai résisté 2 ans, mais après, c'est clair, je me suis remis en maladie. Alors, comme ça, c'est clair. Et c'était un univers. C'était même, j'irais même, beaucoup plus dur quand je travaillais avec les enfants. Ah oui, quand les enfants, ils avaient le cancer, tout ça. Eh ben, dans une maison de retraite, c'est 10 fois plus dur. C'est impressionnant. Mais ça, évidemment, c'est pour des personnes qui, malheureusement, n'ont pas forcément de visite et tout. J'imagine que s'il y avait quelqu'un auprès d'elles, les personnes n'oseraient pas tout mixer ensemble, quand même. Ah non. Voilà, c'est toujours pareil. C'est même pas du mixé, de toute façon. Enfin, c'est pas mixé, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est mélangé. Non, c'est même pas. Oui, c'est très choquant, quand même, hein, de faire des choses comme ça. Oui, non, mais il y a un manque de respect. Mais bon, je ne critique pas forcément les c'est le manque de temps, mais... C'est un manque de personnel. Oui, mais ça va pas. De personnel, ça, c'est ça va pas. Ce que je disais à la dame qui m'a reçue au téléphone, moi, j'ai pris ma cadre par la main, je lui ai dit, maintenant, vous allez faire le tour du service avec moi pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe. Oui. Quand on a fini le tour du service, vous savez ce qu'elle m'a dit? Oui, non. Marie-Christine, faites des pauses café. Je lui dis, attendez, on n'a déjà pas le temps de s'occuper des patients, vous me dites de faire des pauses café. Oui, c'est à côté de la plaque, la réponse. Si déjà vous n'avez pas le temps, vous n'allez pas en plus faire des pauses café. Voilà. Mais bon, madame est partie, et puis voilà. Il y aurait beaucoup à dire. Le problème a été résolu. En tout cas, je parlais de Patrick Pelou, qui a son dernier livre, là, sur l'hôpital, et est un très beau livre, très émouvant, où il y a beaucoup de témoignages comme ça de ce qu'il vit, lui, dans son quotidien. Et c'est un livre très, très humain, vraiment très, très fort, qui devrait vous intéresser, vous qui êtes tous les deux au sein de l'hôpital. Merci beaucoup, Marie-Christine, de nous avoir appelés. Très bon courage à vous, Vincent. Et puis, vous pourrez nous donner de vos nouvelles. Volontiers. Merci à vous. Ne raccrochez pas, parce qu'il y a un petit SMS pour vous qui dit quelqu'un qui vous souhaite le meilleur. C'est Michel de Nîmes et qui est prêt à vous transmettre son numéro de téléphone. Donc ne raccrochez pas, on va vous le communiquer. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Il est minuit, passé de quelques secondes, que Jean-Michel Duez me pardonne. C'est l'heure du journal de minuit sur Europe 1. Bon. Deuxième heure de votre libre antenne et nous sommes toujours en direct, bien évidemment, sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous, mais aussi pour réagir aux différents témoignages. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr. Un petit mail justement de Jeanne qui revenait sur le témoignage de Vincent qui était avec nous juste avant le journal de minuit et qui nous disait que il y a 1 an il avait fait une dépression assez sévère parce qu'il ne supportait plus son travail en milieu hospitalier. Il faut dire que Vincent avait été hospitalisé pendant 3 longues années alors qu'il était enfant et il supportait mal que là où il se trouvait à l'hôpital, il trouvait que les patients étaient traités comme des numéros et plus comme des personnes. Jeanne lui dit, malgré vos dires, vous allez vous en sortir. Cela se sent, cela s'entend. Le travail que vous avez fait vous a rendu calme et serein. Alors malgré vos
vos craintes, faites-vous confiance. Et Jeanne qui ajoute, qui dit, comme moi, vous avez fait un métier dans un milieu où vous avez été malheureux enfant. Est-ce vraiment un hasard? Vincent nous disait que c'était sa mère qui l'avait orienté vers cette voie-là. Elle lui dit, tenez bon, soyez courageux, vous en êtes capable. Nous allons et puis bien sûr vous pouvez aussi adresser vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Nous allons écouter un petit peu de musique et après nous accueillerons Brigitte. Dominique a rendez-nous la lumière. Alors un petit SMS qui arrive pour dire je travaille à l'hôpital et je crois qu'il faut tout de même rassurer les patients et les parents de patients parce qu'il existe toujours de l'espoir. Heureusement, ça dépend aussi beaucoup des services du chef de service et de ce qu'il impulse aussi dans son service. Bénédicte a appelé le 3921 en disant « J'étais cadre supérieur dans un hôpital. C'est vrai qu'on manque de personnel, on manque de moyens. Nous organisons un service, des équipes. Nous sommes en permanence à leur apporter de la formation, du soutien. On fait en sorte qu'ils puissent obtenir des arrangements pour des jours de congé, etc. Il y a aussi des gens compétents et qui prennent le malade au cœur de leurs actions et de leur profession. Alain, lui, nous dit, j'ai travaillé plus de 40 ans en tant qu'infirmier psy à l'hôpital. J'ai vu beaucoup de cas difficiles, mais c'est pas non plus l'enfer. C'est un métier que j'adorais. Il y a bien sûr des suicides, des pathologies chez les soignants, mais c'est à nous de tenir la bonne distance entre patients et soignants. J'ai beaucoup aimé ce métier et je n'ai jamais été affectée par les personnes que j'ai rencontrées, nous dit Alain, qui est aujourd'hui retraité. Voilà. Alors le livre dont je vous parlais de Patrick Pelloux s'intitule Urgence si vous saviez, chronique du SAMU, et c'est aux éditions Le Cherche Midi. Urgence si vous saviez, chronique du SAMU, Le Cherche Midi. C'est vraiment un très beau livre, vraiment des rencontres, un livre très très humain. Et il y a Bénédicte aussi qui nous vous envoie un petit SMS en disant « Je suis aide-soignante depuis 25 ans. Il est vrai que c'est plus tout à fait pareil. Néanmoins, j'adore mon métier, nous dit-elle. » Bonsoir. Alors là, c'est Brigitte qui est avec nous. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Je voulais réagir, non pas à la dernière intervention, mais à celle d'avant, que je ne vais pas réagir à l'intervention parce que je ne l'ai pas entendue, je n'ai entendu que la fin, à propos de ce qui a été dit sur les sans-papiers. Et donc je ne sais pas ce qui est arrivé à cette femme, et je ne jugerai pas, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Mais simplement, à la fin, j'ai entendu des choses qui m'ont assez atterrée, à vrai dire, sur l'attitude des sans-papiers qui chercheraient à se marier pour avoir des papiers. Donc je voulais juste contrebalancer ça. Parce que ça, c'est un discours qui a été systématiquement mis en avant par le gouvernement précédent et les ministres qui se sont succédés à l'immigration et à l'intérieur, à savoir Hortefeux, Besson et Guéant, où M. Besson avait parlé de mariage gris, c'est-à-dire que par là il entendait des étrangers qui se marient avec un Français ou une Française, suivant le cas, et qui trompe la personne en lui faisant croire qu'il a des sentiments et qui en fait ne veut qu'avoir des papiers. Alors je voudrais dire que parmi les étrangers sont des gens comme les autres, c'est-à-dire, enfin, pour préciser les choses, je suis militante et je soutiens les sans-papiers, je les aide à avoir des papiers. C'est-à-dire, en gros, je commets un délit tous les jours, puisque le délit de solidarité d'aide au séjour d'étrangers sans papiers, c'est un délit qui est puni de 5 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Donc je commets ce délit tous les jours. Voilà. Les étrangers donc sont des gens comme les autres. C'est-à-dire, parmi les étrangers, il y a des salauds, comme tout le monde, comme partout. Oui, ça. Oui. Donc il y a sûrement quelqu'un qui s'est fait avoir par un étranger, peu importe sa couleur, sa religion et sa nationalité, comme il s'est fait avoir par le français bon teint à côté de chez soi. Quand les gens se marient, on ne se demande pas pourquoi ils se marient. Il y a sûrement parmi les Français, les mariages franco-français, des gens qui se marient pour d'excellentes raisons, la plupart d'ailleurs sans doute, et des gens qui se marient pour de très très mauvaises raisons. Et si on le savait, on serait
offusqué, outré. On se dirait, putain, c'est vraiment des salauds. Donc, chez les étrangers, c'est pareil. Et moi, ce que je veux dire, c'est que rapporter des propos comme ça, qui laissent croire, qui mettent le soupçon, la méfiance. Il faut savoir que les étrangers, et surtout les étrangers sans papier, ce ne sont pas des gens dangereux, ce sont des gens en danger permanent, en danger de se retrouver en centre de rétention parce qu'ils ont eu une arrestation au faciès dans la rue, dans le métro, n'importe où. Ce sont des gens qui passent 45 jours en rétention avant d'être expulsés dans un pays où parfois ils n'ont plus aucune attache. Moi, je vais vous dire un truc. Un jeune homme qui s'appelle Mika, il est lycéen à Poitiers. Enfin, il était lycéen jusqu'à hier. Hier matin, il était au lycée. Hier après-midi, il était convoqué à la préfecture pour ses papiers parce qu'il a 18 ans. Il était accompagné d'une assistante sociale à la préfecture. Il a été arrêté à la préfecture de Poitiers, mis en rétention. Un avion partait ce matin à 9h40. C'est un lycéen. Et c'est ça, les sans-papiers. Non, mais d'accord, écoutez, le combat que vous menez est très noble et mérite tout à fait le respect. Vous dites vous-même que vous n'avez pas entendu le témoignage. Oui. Donc vous réagissez. Non, mais c'est pour ça que je me permets de vous interrompre quand même, Brigitte, à un moment, parce que vous réagissez comme si il avait été question de blâmer, de jeter l'opprobre en disant les sans-papiers, c'est dégueulasse, ce sont des salauds. Je suis désolée, à aucun moment ce discours n'a été tenu sur l'antenne. Je suis désolée, c'est quand même moi qui anime l'émission. Oui. Donc je sais quand même quelle est la ligne directrice de l'émission et les idées que je fais passer dans l'émission. Donc c'est certainement pas ce qui a été dit au cours de cette émission. Simplement, cette dame, Marianne, appelait en disant qu'elle avait rencontré un homme qui, effectivement, manifestement, se jouait de ses sentiments. Alors, comme vous dites, ça peut arriver que des personnes se jouent de nos sentiments, sans papier ou pas. Simplement, sur la ligne à tenir, il y avait quand même un déséquilibre dans cette histoire, parce qu'il se trouve que cet homme s'était mal comporté avec elle. Oui, il se trouve qu'il était sans papier. Il fallait quand même lui pointer cette situation. Elle nous l'a dit d'ailleurs dès le début, Marianne. Et c'était quand même important à un moment de le rappeler. Là encore, c'est pas une question de porter un jugement moral, parce que comme vous le dites, on ne sait pas ce qu'on ferait. Il y a une question souvent de survie. Pourquoi, si on était nous-mêmes dans des situations difficiles, compliquées, on prendrait peut-être le risque de se retrouver dans des situations extrêmement difficiles, ou comme vous dites, de se trouver la peur au ventre, d'être arrêté, d'être envoyé comme ça dans notre pays d'origine. C'est une situation extrêmement difficile à vivre. Bon, pour autant, il était quand même important de dire que dans cette situation-là, elle était en train de se faire avoir. Oui. Alors, il ne s'agissait pas après de faire des généralités. Vous voyez, je voudrais quand même vous le dire, Brigitte, parce que là où vous entendez qu'il y a eu des généralités de dites, il n'y en a pas eu, parce que même on a cité, vous l'avez pris en cours, mais une dame qui a appelé, qui a fait un travail universitaire sur justement cette population de jeunes Maliens, et qui disait même que c'était des jeunes gens qui étaient extrêmement courageux. Oui, mais elle n'a pas dit que ça. C'est justement c'était justement sur cette intervention que j'ai appelée. C'est que elle dit elle-même. Enfin, elle disait, moi je lisais, elle n'a pas voulu intervenir à l'antenne, je lisais son message. Hein. Oui, alors qu'est-ce qui vous a choqué ? Eh bien, moi j'ai pris en cours de route, donc je ne sais pas, mais effectivement, elle finissait sur « ils sont très courageux, ils travaillent beaucoup mais les propos avant étaient quand même du genre ils veulent se marier pour avoir des papiers. Mais le problème, ça arrive, c'est aussi une réalité qu'on peut pas nier pour certains. C'est très exceptionnel. Pour certains, c'est très exceptionnel. Là, je crois que aussi, il faut pas non plus être dans un déni parfois. Ça arrive aussi. Dans un déni. Non, pas du tout. Alors là, moi, pas du tout, parce que franchement, ça peut arriver. Ça arrive aussi. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Vous voyez, je dis pas, c'est pas systématique, mais ça peut arriver. J'ai déjà vu des sans-papiers se conduire pas bien, et vraiment, je ne les défends pas. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que
attention à ce qui est dit, et je vous assure que l'histoire du mariage gris de Besson, c'est quelque chose de très très marginal. Mais attendez, on n'est pas là pour stigmatiser, on n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit, et certainement pas dans cette émission. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais franchement, c'est pas le genre de l'émission, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui sont mariés et qui ont fait des mariages d'amour et qui sont et où les lois leur mettent des bâtons dans les roues, qui ne peuvent pas vivre ensemble parce que le regroupement familial est absolument impossible. Oui. Il y a une association qui s'appelle Les Amoureux au banc public qui défend les mariages mixtes qui ne peuvent pas vivre leur amour, et je vous assure qu'ils sont beaucoup beaucoup plus nombreux que effectivement les salauds qui épousent quelqu'un. Mais enfin les salauds, les salauds d'ailleurs, après tout, ils ont un objectif. Ce qui est important, c'est de ne pas être abusé. Moi, c'est ce que j'essayais de rappeler aussi à Marianne, c'est-à-dire chacun poursuit son objectif. Je parle de ce que Besson a appelé les mariages gris, c'est-à-dire quand on où l'un il se trompe, voilà, où l'un est trompé. C'est pas du tout la même chose. Mais bon, après. Vous voyez, je reçois un mail d'Émilie. Il y a des gens qui poussent des gens pour leur fric, il y a des gens, c'est pas plus beau, hein, c'est pas plus joli. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Je reçois un mail d'Émilie qui dit: mon mari est d'origine africaine, nous avons une trentaine d'années, vivons ensemble depuis plus de 5 ans. Nous avons été informés par une lettre très récente qu'il venait d'être naturalisé, il était ravi. Nous nous sommes mariés parce que nous nous aimons, pas pour les papiers pour qu'ils deviennent français. Après cette campagne électorale très trouble, il serait bon de bien rappeler aux auditeurs que tous les Africains ne sont pas là pour arnaquer des dames et avoir des papiers. Je vous écoute depuis la fin des années 90. J'espère que vous continuerez cette émission encore longtemps, que nous apprécions beaucoup. Voilà, il y a JB qui dit aussi: je voudrais réagir à propos de l'histoire d'une dame qui sortait avec un Malien. Ça me fait honte. Moi aussi, je suis sans papier et célibataire. L'histoire que la dame a racontée, c'est pas sérieux. Ce que je veux dire pour la dame, fuyez. Il ne cherche que des papiers. Et elle ajoute: je suis sans papier, j'ai 41 ans, je suis en train de demander de la régularisation par le biais du travail. Merci à tout mon entourage de m'avoir supporté. Et cette dame ajoute: je vous autorise à transmettre mon adresse email à tous ceux qui en ont besoin, même la dame qui était à l'antenne. Bon, on sait qu'il y a des gens qui vivent des situations très difficiles, qui sont sans papier depuis des années, qui travaillent, qui sont parfois, comme vous dites, dans la rue, qui sont à la merci d'un contrôle, qui vivent des situations extrêmement difficiles et qui sont pas là dans un but d'escroquer les autres, évidemment. Bon. Et en plus, on a quand même vécu jusque-là, peut-être que ça va s'améliorer, on l'espère bien, mais dans un état qui encourageait ce genre de choses, c'est-à-dire il y a des gens qui avaient des papiers qui sont devenus sans-papiers, c'est-à-dire l'État crée des sans-papiers et crée des sans-papiers parce qu'on sait très bien que une grande partie de l'économie française, notamment dans le domaine du bâtiment, de l'entretien, de la restauration et de l'hôtellerie, fonctionne avec les sans-papiers. Et ce sont des gens qui sont corvéables à merci, qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, ne protesteront pas. Et je pense que le vrai courage serait de les régulariser et qu'ils deviennent des travailleurs comme les autres. C'est ça le vrai courage d'un État. La restauration, le bâtiment, notamment, oui, il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est bon. Alors ça, c'est un autre débat. Vous êtes militante. Bon, en même temps, il ne faut pas nier non plus que c'est aussi une réalité qui existe. Et moi, dans cette émission, le but quand même de cette libre antenne, c'est à un moment une personne qui m'appelle pour demander un conseil, un avis sur une situation. Marianne m'a posé une question très précise quant à sa situation, sur ce qu'elle devait faire. On sentait qu'il y avait des sentiments très profonds. Elle était très investie dans cette relation. Et c'était quand même de lui rappeler que cet homme, semble-t-il, ne partageait pas les mêmes objectifs qu'elle et qu'il y avait un déséquilibre dans la relation parce que lui poursuivait un autre objectif et que lui attendait quelque chose d'elle et attendait notamment un mariage, non pas parce qu'il voulait s'était placé sous le signe des sentiments, mais parce qu'il attendait des papiers. Là, encore une fois, je me suis pas placée d'un point de vue moral, mais pour... ah non.
Oui, oui, je me suis pas du tout placée sur un point de vue moral, mais pour lui rappeler que elle risquait, si elle poursuivait dans cette voie-là, de se faire complètement berner. Voilà, moi je réponds, si vous voulez, à une situation individuelle. Je ne suis pas là d'un point de vue, si vous voulez, après général. Donc loin de moi l'idée de faire des généralités. À chaque fois, je m'adresse à une personne. Alors après, je comprends que vous, en tant que militante, vous défendiez votre point de vue et que vous rappeliez certaines choses, certains aspects. Maintenant, je vais pas dire à une personne parce que voilà, ça peut choquer, de dire continuez à l'aider. Je voudrais quand même préciser que ce n'est pas ce que vous avez dit qui m'a choqué. C'était les réactions que vous avez lues. C'est pas du tout ce que vous avez dit vous. C'est les réactions que vous avez lues que je trouvais. Je me suis dit, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je veux dire quelque chose pour contrebalancer parce qu'il faut pas laisser ça comme ça. C'est tout. Bon. Mais écoutez, vous voyez, j'ai des réactions. Après, chacun entend aussi ce qu'il veut en fonction. Mais c'est vrai que j'ai des réactions. Ninon me dit, elle a écouté, elle est à l'écoute. Elle n'a pas eu le sentiment qu'on jetait l'opprobre sur les sans-papiers. Mais bon, c'était important. D'accord. S'il y a pu y avoir une confusion, c'était important de vous entendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous a donné la parole ce soir, Brigitte. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21, 34 centimes la minute. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. U2 One. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ça fait bizarre de vous entendre directement. Ouais. Puisque moi aussi, comme Vincent, je travaille en milieu hospitalier. Et souvent, je vous écoute, parfois de nuit, et du coup, il m'arrive très souvent d'écouter votre émission quand je travaille de nuit. Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert. Voilà. D'accord. Et du coup. Voilà. Et là, vous travaillez ou Non, je suis chez moi parce que j'ai la chance de travailler qu'à mi-temps et justement pour compléter un peu les témoignages. C'est mieux quand on travaille de nuit parce que c'est difficile. Oui, mais je fais pas que des nuits, donc j'alterne. Mais en tout cas, à mi-temps, ça permet de voir les choses peut-être, d'avoir un peu moins de pression et justement par rapport aux témoignages un peu difficiles qu'il y avait tout à l'heure. En plus de votre travail de nuit, vous faites autre chose? Non. Je m'occupe un peu. Mon mari a une profession libérale, donc je l'aide aussi dans. Vous êtes courageuse, hein? Voilà. Ouais. Mais bon. Voilà, donc ce soir, j'appelais pour parler de relations familiales un petit peu difficiles en ce moment entre ma maman et ma sœur, pour qui toute la famille se fait pas mal de soucis, puisque elle fait une dépression qui dure depuis pas mal de temps, disons... Depuis combien de temps? Qui s'aggrave. On va dire que elle a fait plusieurs épisodes et ça fait une dizaine d'années que finalement elle n'arrive pas à s'en sortir et qu'au lieu de s'en sortir, j'ai plutôt l'impression qu'elle s'enfonce de plus en plus. Quel âge a-t-elle? Donc elle a 39 ans. D'accord. Mm-hmm. Donc moi j'ai 7 ans de plus qu'elle. Oui. Et on a toujours été assez proches malgré notre différence d'âge. Voilà, on s'est toujours, même si dans l'enfance il y a une période où c'était un peu plus difficile, quand elle avait 7-8 ans, moi j'étais adolescente. Voilà, on s'est un peu, mais après on s'est vite rapprochés, on s'est toujours très bien entendus. Oui. Et c'est vrai que là depuis quelques temps, on s'est pas mal éloignés. Enfin, moi je me suis éloignée un petit peu d'elle. Et je me rends compte, finalement, peut-être aussi pour me protéger, puisque on est dans une relation un peu avec mes parents, enfin surtout ma mère, qui est un petit peu difficile, où ma mère a l'impression que je suis beaucoup dans les reproches, a l'impression que je la comprends pas, que je la juge.
Et en fait, moi, je pense qu'on a la même envie. On a tout le monde a envie qu'elle s'en sorte, mais. Votre mère a l'impression que vous jugez qui? Votre sœur? Ma sœur, oui. Ah bon? Oui. Ouais. Que je la. Bon, enfin, pour expliquer un petit peu mieux la situation, donc cette dépression, elle prend sûrement racine dans l'enfance dans notre enfance, et donc nos parents se sont séparés en fait quand ma sœur est née. Enfin, ils se sont séparés et remis ensemble 3 ans après. Donc ma sœur a certainement eu un sentiment d'abandon. Enfin, disons que ma mère pense que ma sœur a eu un fort sentiment d'abandon de la part de mon père. Et finalement, oui. Elle a développé une attitude très protectrice vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de ma sœur. Elle a toujours été très protégée. Pardon ? De tout temps. Oui, oui, tout le temps. C'est-à-dire, petite, ma sœur a été assez souvent malade, pas des choses forcément graves, mais des allergies, un terrain asthmatique, des choses comme ça un peu. Donc, c'était toujours un petit peu la petite fille fragile. Elle s'est sentie, elle, surprotégée. Enfin, elle l'a exprimé, elle me l'a dit récemment, puisqu'elle a réussi à m'écrire, justement, parce qu'elle aussi, elle souffre de cet éloignement qu'il y a entre nous. Et cette surprotection, voilà, je pense que finalement ma mère n'a pas réussi. Toutes les deux, elles n'ont pas coupé le cordon, quoi. Et ma mère, plutôt, tout en voulant bien faire, c'est pour ça que c'est difficile pour moi je ne la juge pas. Je pense que chacun, à un moment donné de son histoire, fait justement avec son histoire, avec son ressenti, avec ce qu'il a vécu. Donc ça, je le comprends tout à fait. Mais peut-être qu'il y a des choses que ma mère a interprétées d'une certaine manière et qui ne sont pas comme elle pense que. Enfin, on n'a pas la même vision des choses, disons. Ma mère voit ma sœur comme une victime, et moi, je pense que. Ce qui est embêtant de la voir comme ça, parce que ça l'enferme dans une image comme ça dont elle ne peut pas sortir finalement. Depuis qu'elle est enfant, elle a surprotège, et de fait c'était une enfant, comme vous dites, qui n'avait pas de choses. Elle était souvent malade. Alors comme vous dites, rien de grave, mais souvent malade. Finalement, ça permettait à votre mère de s'occuper d'elle. Oui. Peut-être qu'au fond, elle restait un peu comme ça, collée à votre mère. Alors, vous dites, en même temps, elle avait de l'asthme. Bon, alors l'asthme, on sait qu'il y a aussi un terrain quand même un peu aussi génétique. Mais c'est aussi, dans l'asthme, ça fait partie quand même aussi de ces maladies. On retrouve la mère comme ça qui est très omniprésente, un peu étouffante presque. Et finalement, vous qui étiez moins coucounée, moins chouchoutée, ça n'a pas dû être toujours très simple pour vous de voir, voyez, votre mère qui était toujours après votre sœur, mais d'une certaine façon, ça vous a quand même mieux réussi. Oui, disons vous êtes plus solide psychologiquement, parce que votre sœur, elle a toujours vu fragile, toujours à protéger. Votre sœur, elle va pas très bien. Non, pas du tout. Bon. Mais ce qui est intéressant dans ce que j'entends, on m'avait dit ça doit avoir trait à l'enfance. Alors effectivement, la dépression, après il y a des événements dans la vie, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement qui a déclenché dans sa vie d'adulte? Mais après, on sait que même s'il y a un événement déclencheur, il y a on travaille de toute façon toujours sur l'histoire, sur l'enfance, parce que ça ravive, ça réactive des choses de l'enfance. Mais vous me dites, ma mère pense que, vous dites, il y a eu la séparation, et puis vous avez dit, ma mère pense que c'est quand ils se sont séparés à sa naissance, puis remis ensemble, elle a très mal vécu. Oui, votre mère aussi a du mal de vivre. Ah oui, non mais. Je pense que pour elle,
alors qu'elle était, elle vient de mettre un bébé au monde, son mari la quitte, ça n'a pas dû être une période très facile pour elle. Ah non, tout à fait. Elle a vécu des choses vraiment, mais justement, Oui, mais qu'est-ce qu'elle a pu... Vous voyez, le problème, c'est que parfois, quand on parle au nom de l'enfant en disant oui, c'est terrible pour ma fille ou pour mon fils, c'est une façon de ne pas parler de soi. Ah oui, tout à fait. Donc moi mais c'est seulement récemment, depuis quelques jours, je sais pas parce que cette situation on la vit depuis tout le temps, et j'ai pris conscience de certaines choses très récemment à force de parler avec des amis, des collègues, en lisant aussi certains livres, je sais pas, que j'ai l'impression que vraiment la souffrance de ma sœur, elle est profondément liée à la souffrance de ma mère, et que ma mère n'a pas réglé certaines choses de cette séparation, et que c'est ça qui emprisonne votre sœur, qui emprisonne ma sœur. Et ma sœur, elle me l'a plus ou moins exprimé, parce qu'on a quand même eu une longue discussion là suite à des mois de silence, on va dire, et de retenue en tout cas de part et d'autre. Et ma sœur était jusqu'à me dire, j'ai l'impression que papa et maman pourront aller mieux que quand je disparaîtrai. Ah oui. Donc c'est quand même quelque chose de fort, et même avant qu'elle me dise ça, j'ai commencé à me... Mais attendez, votre sœur vous dit que vos parents iront mieux ? Oui, elle a l'impression que mes parents et que tout le monde ira mieux le jour où elle disparaîtra. Elle n'a pas fait de tentative de suicide ? Elle n'en a pas fait, mais là, elle a demandé à être hospitalisée, en fait, pour se protéger. Elle l'a exprimé clairement, pour se protéger d'elle-même, parce que elle a eu vraiment elle a vraiment des idées. Elle a des idées très noires, très sombres. Très noires. Et elle n'était pas... C'est quand même... quand elle était adolescente, jeune adulte, c'est quelqu'un qui était quand même très gaie, très sportive. D'accord. Et maintenant, c'est donc ça lui pèse, la souffrance de votre mère ? Oui, mais... Parce que dire ils iront mieux si moi je disparais, oui. Donc elle voit bien qu'ils vont mal, vos parents. Je pense que c'est à son niveau, c'est encore plus ou moins inconscient, parce que même quand elle m'a dit ça, elle me dit non, mais elle me l'a dit vite, et puis elle a dit non, mais je sais pas, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ah oui, mais elle le dit quand même, hein. Oui. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça mériterait d'être travaillé. Il y a Cathy qui pose une question en disant comment est-elle prise en charge ? Comment là, elle est hospitalisée dans une clinique psychiatrique, mais ça fait. Oui. En fait, parce que comme elle se sentait mal et que vraiment elle n'arrivait plus à avancer, elle a été d'elle-même aux urgences. Elle est restée 15 jours à l'hôpital dans un service de médecine, mais bon, ça n'a pas servi à grand-chose. Oui, mais vous me dites ça fait 10 ans, et puisqu'elle est dans cette dépression, alors comment est-elle prise en charge ? Parce qu'elle a des hospitalisations, mais comment est-ce qu'elle fait une thérapie ? Comment se soigne-t-elle ? Ça se soigne une dépression, ça. Oui, le problème c'est que c'est aussi ça, en fait elle est traitée pratiquement depuis 10 ans, elle est sous antidépresseurs, même un petit peu plus, parce qu'elle a 3 enfants, le deuxième a 13 ans. D'accord. Mais en dehors des médicaments, elle a vu des thérapeutes, mais un peu par période, et puis jamais, il y a jamais eu un suivi vraiment très très. Pourquoi très long. Ne continue-t-elle pas ? Parce que à certains moments, peut-être elle a l'impression que ça va un peu mieux, et. Oui, mais ça c'est le problème, hein. Oui. Parce que là, ça la rattrape complètement, j'ai l'impression. Oui, mais c'est le problème, c'est que. Là aussi, qu'est-ce qui fait qu'elle arrête ? Vous voyez, parce que c'est en même temps un grand classique. Hein. Elle va mieux parce que sous l'effet des antidépresseurs, qu'on doit lui changer d'ailleurs à certains moments, on change la molécule. Surtout parce que si elle en prend depuis 10 ans, au bout d'un moment, elle peut s'habituer au traitement, ça n'agit plus, on lui change de molécule. Plus un traitement par la parole, elle va mieux. Oh tiens, je vais mieux, j'arrête. Elle n'est pas la seule. Beaucoup de personnes réagissent comme ça. Alors que c'est justement là qu'il faut continuer. Parce que quand il y a comme ça un mal-être profond, on est en phase de stabilisation. Il faut persister. Vous voyez, sinon, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. D'ailleurs, même quelqu'un qui a traversé une dépression peut rechuter. Mais de façon, c'est moins sévère, souvent.
Vous voyez, les rechutes sont moins sévères. Bon. Donc là, ça mériterait vraiment qu'elle, à sa sortie de la clinique, qu'elle entreprenne, vous voyez, qu'elle parte sur ces bases-là. Pourquoi a-t-elle l'impression que si elle disparaissait, tout le monde dirait mieux, qu'elle travaille vraiment sur son histoire et qu'elle puisse un peu dissocier peut-être sa souffrance de celle de votre mère, qu'elle s'émancipe un peu de l'histoire de vos parents. Oui. C'est ça, qu'elle s'autonomise. Il faudrait qu'elle prenne un peu son histoire à bras le corps. Oui, mais moi c'est tout à fait. En fait, c'est exactement ça que j'ai envie de lui dire. Enfin, c'est ça que j'ai réussi à lui dire et tout. Oui. Mais en même temps, voilà, je suis confrontée au problème de ma mère qui en fait fait. Il fait obstacle. Fait ce qu'elle croit être mieux pour elle, mais fait tout à sa place. Là, quand en plus, on habite toutes les trois dans un rayon de 60 km, enfin, ça fait un triangle qu'on est chacune l'une de l'autre à 60-70 km. Donc, ma mère, en fait, quand ma sœur est hospitalisée, elle va chez elle et elle s'occupe des enfants. Et les enfants, ils sont en souffrance aussi. Donc ça nous inquiète aussi beaucoup. L'aîné, il a 15 ans. Il y a des gros problèmes aussi avec ses enfants. Elle est en couple, votre sœur ? Elle s'est séparée, elle a divorcé, donc ça aussi, ça a été un gros... Et vous pourriez pas dire à votre mère qu'elle fasse un peu un travail sur elle ? C'est un peu justement... c'est un peu pour ça que j'ai appelé aussi, pour savoir comment lui dire. Là, j'ai réussi cet après-midi, j'ai avancé un peu, j'ai essayé de lui écrire. Je ne lui ai pas encore donné la lettre, mais je vais lui envoyer. J'ai essayé de lui écrire pour lui faire... Parce qu'en fait, dès que j'essaie d'aborder le sujet, en fait, je suis confrontée à un mur et tout de suite, ma mère va se mettre à pleurer, va dire, mais de toute façon, tu comprends pas. Toi, vous allez vous la mettre... Toi, tu as tout. Vous allez vous la mettre à dos. Elles sont dans un fonctionnement... Mais le problème, c'est qu'elles sont dans un fonctionnement très particulier, très fusionnel. Vous allez vous la mettre à dos. Elle va verser dans l'agressivité ou dans les pleurs en disant voilà, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous avez tout, alors que je suis désolée, après tout, ce tout, qu'est-ce que ça veut dire ? Puis écoutez, c'est que vous vous êtes donné aussi les moyens de construire votre vie. Oui, mais elle veut pas le voir. Elle veut pas le voir. C'est plus facile de dire je vais mal, tout va mal, voilà, ta sœur et moi, on est des victimes. Voilà. Donc, c'est pas, puisque vous êtes plutôt proche de votre, elle en a des bénéfices aussi, elles en ont des bénéfices l'une et l'autre. Plutôt, comme vous êtes proche de votre sœur, il faudrait essayer de dire à votre sœur qu'elle s'accroche. On va certainement lui conseiller au sortir de la clinique un travail sur elle, et que cette fois-ci, elle s'y accroche, quoi. Parce que il y a quelque chose d'une histoire familiale, d'une histoire d'une souffrance de sa mère qu'elle a repris à son compte, on peut penser, et il faudrait qu'elle s'en détache pour prendre un peu l'autonomie. Maintenant, j'ai envie de vous dire, vous pouvez pas porter l'histoire de votre mère et de votre sœur, vous. Ah oui, non, mais moi ça me... Parce que vous portez beaucoup. Ça me travaille énormément. J'entends, mais... Et ma mère n'en a pas du tout conscience, quoi, et... Au contraire, elle pense que quelque part que tout ça m'est égal, alors que moi j'y pense sans arrêt. On est parti en vacances là récemment à l'étranger. On en parle tout le temps avec mon mari, avec mes enfants, c'est voilà. Ouais. Donc là, je vois. Mon père a perçu ça et récemment il m'a appelé, il m'a demandé de venir le voir. On a réussi à discuter, à mettre les choses à plat parce que lui aussi il est écarté de cette relation. C'est toujours le dernier au courant de ce qui se passe. Ma mère, elle le laisse complètement à l'écart de ça, quoi. Donc. Mais elle continue comme quand votre sœur était enfant. Elle y trouve. Elle continue. Elle a finalement à la maintenir. Votre sœur elles sont dans une relation fusionnelle assez mortifère. Et votre sœur ne parvient pas pour le moment, à se détacher. Et c'est votre mère qui ne lui permet pas de trouver un espace vital. Elle ne l'autorise pas. Mais je crains que si vous interpelliez votre mère devienne agressive. Parce que évidemment, elle n'a pas envie.
Hein, elle y trouve, il y a quelque chose qui vient de loin, qui est certainement lié à son histoire aussi de fille. Oui. Et vous, ça va être mal pris venant de vous. Elle va vous dire que vous ne comprenez rien, que vous allez être un obstacle. Oui. Donc, je pense que il faudrait que ça vienne de votre sœur, qui à un moment puisse, elle, prendre de la distance. Elle pourra prendre de la distance si elle va mieux. Oui. C'est-à-dire que si elle modifie la relation à votre mère. Sinon, votre mère aura beau jeu de dire que, bah oui, ou c'est par jalousie, ou bon. Donc, comme dit Brigitte, c'est vrai que c'est terriblement difficile pour vous parce que de vous sentir lucide et très impuissante. Vous pouvez que vous protéger parce que vous pouvez pas prendre en charge la vie de votre mère et de votre sœur. Ouais. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, ça vous en demande beaucoup, au détriment de votre propre vie. Alors évidemment, vous aimeriez qu'elles aillent bien toutes les deux. Ça vous aiderait beaucoup dans votre vie à vous. Mais vous ne pouvez pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne d'elle. Et puis rappelez à votre sœur qu'il est important aussi par rapport à ses enfants qu'elle aille bien. C'est important pour elle, mais aussi par rapport à ses enfants, qu'elle leur transmette pas quelque chose comme ça de trop lourd. Alors qu'elle aille au bout de ce travail qu'elle entreprend, qu'elle a la possibilité, qu'on n'ait pas étiquetée fragile tout au long de sa vie, comme ça. Que la parole maternelle, ça n'a pas valeur d'oracle comme ça. Qu'elle peut se sortir de ça. Voilà. Qu'elle s'appuie un peu aussi sur vous. Voilà. À ce niveau-là, sur des paroles autres que celles des paroles maternelles. Ce que vous pouvez faire, puisqu'on vous sent très aimante et très bienveillante. Voilà, c'est ce que j'ai Mais vous pouvez pas faire grand-chose d'autre. Hein. C'est aussi à elle est adulte. Vous voyez ? Elle est un peu de l'avant maintenant. Oui, à 40 ans, je pense. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Il faut qu'elle accepte, hein, tout à fait. Voilà, vous avez fait ce que vous pouvez faire, hein, Marie. Ouais. Merci en tout cas de votre confiance. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Prune. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, belle Caroline, je vous ai fait faux bon, vous ne serez pas étonnée, parce que je me suis impliquée dans la campagne de François Hollande. Depuis les primaires. Oui. C'est pour ça que je n'avais plus de nouvelles de vous. Je me disais, d'accord. Mais bon, j'étais prise dans le tourbillon de la vie. Oui. J'ai transformé le Lille Tessia dans l'île Saint-Louis en quartier général de la gauche. Je vous dis pas la révolution que j'ai pu faire. Bon, alors maintenant, c'est la première fois que je vous appelle pour moi. Alors maintenant, vous allez pouvoir revenir un peu dans l'émission jusqu'aux législatives, voilà, si Caroline. je comprends bien. Mais bon, c'est du boulot, hein, quand on veut balayer Sarkozy, que je haïssais. Et on avait dit qu'on ferait pas trop de politique déjà, hein, oui, tout à l'heure j'ai reçu des messages, alors pas trop de politique dans l'émission, hein, Prune. Hein. D'accord, mais vous me connaissez le nouveau. Je vous connais, oui, je sais que vous êtes une militante. Bon, alors je reviens, et là j'ai un problème personnel. Oui. C'est un problème d'amour, il faut que vous m'aidiez. Donc moi j'ai un amant qui est très beau, Patrice Ville, mais qui est très lâche. Sa femme est une féministe belge qui est jalouse de moi. Moi, j'ai jamais voulu me marier, c'est mon côté anard, j'ai pas d'enfant. Moi, le problème de ces enfants, je m'en compte fou. Mais par contre, ce soir, on a passé la soirée ensemble et j'en ai ras-le-bol de payer pour lui. Je me fais piéger sur le plan affectif. Il faudrait que vous me disiez, que vous me donniez un conseil, parce que, bon, c'est trop facile. Moi, j'en ai ras-le-bol. Les mecs sont radins, ils sont lâches. Je sors toujours ma carte bleue. Et là, je suis en colère contre moi ce soir. Je viens de rentrer, je me suis affronté à des Iraniens machos, bon, on s'en fout. C'est toujours vous qui payez quand vous sortez? Oui, j'ai un problème, là, Caroline, j'ai besoin de vous. De tout temps. Oui, mais qu'est-ce que vous lui... Et alors si vous lui dites, là, je suis désolée, mais j'ai pas ma carte bleue sur moi, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais il est parti en bicyclette. Moi, je l'ai invité à fêter la victoire de Hollande. Je vous dis pas l'ambiance qu'il y avait ce soir au Lutetia dans l'île Saint-Louis. Vraiment, je l'ai transformé en quartier général de la gauche, quoi, du Parti socialiste. Oui, on a compris, oui. Voilà. Et donc, il est venu fêter la victoire de Hollande. Je lui ai offert 2 verres de rosé. Oui, mais enfin, ça lui a pas donné, il n'a pas été généreux pour autant, hein. Il voulait bien fêter la victoire, mais enfin, à condition que ce soit vous qui arrosiez. Oui, mais moi, j'en ai marre, je suis en colère contre moi, Caroline. Ben, arrêtez de payer, alors.
Oui, mais bon. Parce que je vais dire, il faut quand même. Ah ben oui, mais vous n'allez pas quand même, Prune, vous qui dites être féministe, vous n'en êtes pas réduite à payer pour obtenir cet homme, les faveurs de cet homme. Non. Mais écoutez-moi, Corinne, le problème, c'est que moi, emporté dans mon enthousiasme de la victoire, il a bu 2 verres de rosé et qu'il n'a pas eu l'idée de laisser l'argent qui correspondait aux 2 verres de rosé qu'il a bu. Oui, enfin, il n'était pas sous pour autant, hein. C'est pas avec 2 verres qu'il était sous. Non. Et si vous voulez, j'en ai marre. Non, mais si c'est une fois, ça peut aller. Le problème, c'est si c'est systématique. Or, le problème avec quelqu'un de radin, ce qui est problématique, c'est que souvent, ça va quand même de pair avec aussi un manque de générosité aussi au niveau des sentiments. Vous voyez, si c'était qu'au niveau de l'argent, mais ça va souvent. Il y a aussi, il y a une rétention au niveau des sentiments, et ça c'est quand même plus embêtant. Le problème, c'est qu'il est très beau, très brillant, très fragile, et en même temps, moi, il m'emmerde avec ses problèmes de couple. S'il a épousé une femme jalouse, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas jalouse, mais maintenant, j'en ai marre que ses enfants patogent à la fac. C'est pas mon problème. Enfin là, il s'étale bien, vous voyez là. En revanche, là, il est. Là, il n'y a pas de problème pour qu'il vous confie en long, en large et en travers ses démêlés, ses déboires conjugaux. Bah, écoutez, je suis désolée, mais il n'a pas à vous les confier. Vous n'êtes pas sa conseillère conjugale. Oui, mais bon, comme j'ai des licences de psycho, j'en profite, vous savez. Oui, mais enfin, écoutez, qu'il aille consulter. Ça lui coûtera certes un peu plus d'argent, mais voyez, vous n'êtes pas là pour faire une consultation à l'œil. Hein. Oui, complètement. C'est un manque de tact, Caroline. Oui, c'est un manque de tact, tout à fait. Et alors, moi qui ai fait une analyse tous les 15 jours, une psychothérapeute de gauche, parce que bon, on n'en finit jamais. Et je m'en veux de m'être fait piéger ce soir encore dans un lieu que j'aime et qui se soit comporté encore de cette façon-là. Mais j'étais tellement contente de le voir que j'ai pas fait attention au fait qu'il oublie de laisser l'argent correspondant aux 2 verres de Sancerre rosé. C'est après que je m'en suis aperçue avec mes copines du Parti Socialiste. Oui, bon, bah écoutez, ça, 2 verres, on va pas en faire non plus toute une histoire. Vous avez raison. C'est bon, mais je m'en veux, Caroline. Je suis en colère contre moi. Bon, bah écoutez, c'est après tout, si vous êtes en colère, c'est qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui ne vous convient pas. Parce que cet homme est peut-être très beau, mais en tout cas, il se comporte pas forcément très bien. Voilà. Il est assez égoïste dans cette relation. Je le quitte ou je m'explique. Comment ? Qu'est-ce que je fais ? Je le quitte ou je m'explique ? Vous, quand vous entendriez une femme parler d'un homme de cette façon-là, je vous entends déjà. En disant, mais raison. Quittez-le, qu'est-ce que vous faites avec ce mu ? Vous n'iriez pas par 4 chemins, ma chère Prune. Oui, mais vous voyez, en général, vos messages, ils sont carrés, ils sont bien clairs. Donc bon, alors on dit que pour soi, on n'y arrive pas, c'est plus compliqué. Mais à mon avis, ou alors. Je l'aime. Vous rigolez, vous avez raison de vous moquer de moi. Ben oui, non, mais ça me fait rire parce qu'on peut être féministe et puis tomber dans le piège, voyez, et devenir très fleur bleue. Eh ben écoutez, si vous l'aimez, la prochaine fois vous allez le voir. Mais comme dit Sergio, vous y allez, mais vous mettez la carte bleue au placard, hein, qui paye un peu. Voilà, d'accord ? Je vous embrasse, Brune. Je vous embrasse, Caroline. Au revoir. Au revoir. Très belle nuit à vous, faites de jolis rêves et passez un excellent week-end. Il est maintenant 1h sur Europe 1, l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau.